Rendez-vous de Surface de Vérité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Dans le fauteuil blanc, c'est un ancien ministre des Droits humains du Burkina Faso, un universitaire, une figure de la société civile burkinabé. Il est professeur titulaire, directeur de l'école doctorat des lettres, sciences humaines et communication à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Il est le secrétaire général de l'association Racine. C'est le professeur Albert Ouedraogo que je reçois pour vous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Nous parlons déjà du système éducatif puisque vous êtes de ce secteur-là. Un système pris en otage par un bras de fer gouvernement-syndicat. Vous voyez l'évolution de l'actualité dans ce sens? Ben, je ne dirais pas prise en otage, je dirais simplement que les acteurs ont cumulé un certain nombre de griefs et de non-satisfaction et de détérioration de leurs conditions de travail et qui sont cause de revendications chaque année et qui ne sont pas toujours toutes satisfaites. Et c'est ce qui fait que chaque année a son lot de revendications, de grèves et de sitting, tant au niveau des étudiants, des élèves que des enseignants. Donc c'est un milieu qui est toujours en effervescence partout dans le monde, si bien que ce n'est pas quelque chose de très spécifique au Burkina, mais les conditions économiques aussi du Burkina sont telles que il faut regarder que pendant longtemps, l'enseignant avait été un des modèles, un des phares, une des références de la société, mais progressivement, les enseignants se sont paupérisés et des premiers de la classe, ils sont devenus derniers de la classe et cela crée énormément de frustration et quand les enseignants commencent à vouloir revendiquer, ça devient inquiétant parce qu'ils sont nombreux, mais ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'il faut passer en perte et profit leurs revendications et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Un statut valorisant, c'est une nécessité, une condition sine qua non pour un système éducatif de qualité? Je dirais que c'est l'une des conditions parce que au-delà même de la valorisation salariale, quand vous rentrez dans une salle de classe, quand vous regardez l'état de décrépitude des locaux, quand vous regardez le tableau défraîchi, quand vous regardez les tables bancs, quand vous regardez le parterre, mais vous vous dites, mais c'est vraiment la misère. Et quand vous éduquez les gens dans la misère, mais cela impacte énormément sur leur mental. Et c'est pourquoi il ne faut pas prendre le système éducatif comme un pis-aller. Il faut vraiment accepter, faire un plan Marshall pour le système éducatif afin de lui donner, je dirais, une bonne partie du budget parce qu'on pensera que le système éducatif est budgétivore. Mais si vous ne mettez pas énormément de sous dans le système éducatif, vous allez construire des monstres qui vont détruire votre société. Voilà, c'est l'éducation ou la barbarie. On n'a pas le choix. C'est vrai que quand vous étiez ministre dans ce secteur-là, vous avez fait un diagnostic à l'époque. Oui, d'abord nous sommes arrivés en situation de crise et nous avons vu que partout il y avait une défiance de l'autorité, une défiance des propriétaires d'établissements privés et une volonté d'en découdre avec les autorités. Cela est lié aussi à un certain nombre je dirais, de mauvaise gouvernance ayant entraîné des morts d'hommes et que le système éducatif s'en est saisi, s'en est ému et du coup cela a impacté négativement l'enseignement et les rapports humains. Donc nous avons essayé de faire en sorte qu'on essaie de remettre au goût du jour la confiance des uns envers les autres et que l'autorité puisse être rétablie d'une certaine manière, mais en faisant en sorte qu'il y ait quand même un peu plus de considération vis-à-vis des partenaires sociaux, parce que c'est une question de respect et une question de dialogue. Au niveau du supérieur, ce statut de l'enseignant-chercheur, c'est un acquis? Il n'y a jamais d'acquis dans la vie. Ce que vous pensez être un acquis peut être remis en cause pour une raison ou une autre. Donc c'est pourquoi il y a toujours une vigilance à observer et des efforts à faire afin de pouvoir améliorer ce qui peut l'être. On a l'impression qu'au niveau supérieur, c'est nettement mieux aujourd'hui.
Je ne pourrais pas dire le contraire, c'est nettement mieux, mais on peut encore faire mieux. Comparaison n'est pas raison, mais il est clair que si vous prenez l'enseignement supérieur, nous sommes évalués par un seul instrument. Que vous soyez gabonais, que vous soyez ivoirien, que vous soyez sénégalais ou que vous soyez malien, vous êtes évalués par les mêmes critères. Et par conséquent, quand vous n'avez pas le même traitement, cela peut être un peu frustrant parce qu'on ne cherche pas à savoir votre pays est pauvre, c'est pourquoi vous n'avez pas produit beaucoup d'articles, c'est pourquoi vous n'êtes pas allé dans de nombreuses conférences. Ça, les évaluateurs ne se préoccupent pas de cela. Les disciplines scientifiques, les sciences appliquées, la technique, c'est une priorité pour ce gouvernement. Vous, ça vous choque? Non, ça ne me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout parce que aujourd'hui, le continent africain accuse un retard abyssal dans ce secteur. Et si nous voulons un jour compter dans le concert des nations, il nous faut faire en sorte de résorber ce gap. Tant que sur le plan des mathématiques, de la géométrie, de la biologie, je dirais de la physique, nous ne serons pas en train de pouvoir avoir des prix Nobel. Il faut que nous reconnaissions que nous sommes encore à la traîne. Parce que c'est la science qui gouverne le monde. Et si nous ne sommes pas positionnés vraiment de façon franche sur ce secteur-là, il faut avoir le courage de repartir à l'ouvrage. Nous avons une vraie pauvreté en matière de production de scientifiques de haut vol dans les secteurs durs, dans les secteurs, je dirais, de la science la plus dure, la mathématique, la géométrie, voilà, les secteurs stratégiques. Et il nous faut encore... bon, il y a des frémissements qui sont en train de se faire, mais il faut continuer. Avec un regard quelque peu condescendant sur les disciplines littéraires? Non, ce n'est pas une question de condescendance, c'est une question de priorité. Je veux dire que la littérature, c'est bien, mais si vous avez faim, vous n'avez pas la capacité d'apprécier les belles lettres. Donc c'est une question de priorité. Si vous avez faim et qu'il n'y a personne qui puisse vous dire comment produire des bonnes récoltes, de bonnes semences, faire en sorte qu'on ait les bons croisements pour avoir le bon cheptel, vous serez même le premier à vouloir mettre votre littérature au feu. Donc c'est des choses qui doivent aller ensemble, mais il ne faut pas créer une sorte de déséquilibre qui fait que quand vous arrivez, c'est un peu la caractéristique des pays sous-développés, vous arrivez, les étudiants à 80% sont dans des matières littéraires, sociales, sciences humaines et à peine 10-20% dans les sciences dures. Il faudrait inverser la tendance. Inverser la tendance, d'où ces lycées scientifiques qui se mettent en place. Alors, ces enseignants, fiers d'être les seuls dans leur discipline, ça choque le ministre Maïga. Je ne vois pas comment un enseignant peut être fier d'être seul dans sa discipline. C'est même une ineptie. Parce qu'un enseignant, c'est fait pour assurer la formation et assurer la relève. Si au bout de 15-20 ans, vous n'avez pas quelqu'un que vous avez formé, vous devrez vous remettre en cause parce que vous n'êtes pas un bon enseignant. Vous gérez une école doctorale, justement. Oui. Nous gérons une école doctorale et nous faisons en sorte que chaque année, nous puissions sortir à peu près 30 à 45 docteurs sur le marché. Très important. Alors, parlons à présent du vivre ensemble qui semble plus que jamais menacé au Burkina. Yirgou, c'est l'alerte ou la goutte d'eau de trop ou l'irréparable qui s'est produit? Yirgou est un moment clé d'un processus que nous n'avons pas suffisamment vu venir et pour lesquels nous n'avons pas suffisamment pris les mesures idoines. Peut-être qu'on a vu, mais on a fermé les yeux. C'est la même chose. Si on a vu, on a fermé les yeux, c'est qu'on n'a pas vu. Parce que cette catastrophe
n'arrange personne, ni les politiques, ni personne qui gagne dans la catastrophe de Yirougou. Tout le Burkina est victime. Et cela a créé un traumatisme. Même dans 100 ans, on se rappellera encore Yirougou. Donc il y a des catastrophes comme ça dont on gagnerait à se passer. Yirougou, je dirais, c'est quelque chose, c'est un accident. C'est un accident qui a été lié à un certain nombre de faits qui n'ont pas eu une certaine réflexion approfondie et qui a échappé pratiquement à la bonne gouverne des personnes avisées. N'oubliez pas que Yirougou est un des effets du terrorisme. C'est parce que les terroristes sont arrivés qu'ils ont abattu publiquement le chef du village avec ses enfants dans son village que les représailles s'en ont suivi. N'eût été cette scène macabre, ces représailles n'auraient jamais vu le jour. Je présuppose. Ce qui veut dire que si le chef n'avait pas été tué, il y aurait eu de fortes chances que le chef dise à ceux qui voulaient régler les comptes, leur dit de ne pas le faire. Parce que nous sommes dans une société où la hiérarchie sociale a son sens. Mais quand vous décapitez le chef, quand vous faites, plus de capitaine. Il n'y a plus de tête. Le corps devient fou et les mouvements sont complètement inconsidérés. C'est comme des sortes de mouvements réflexes. Il n'y a pas un cerveau central pour pouvoir aiguillonner les choses. C'est triste à dire, mais il y a des sociétés segmentaires qui, elles, même quand elles n'ont pas besoin d'un tel centralisme pour pouvoir continuer à avoir une cohérence et une cohésion. Malheureusement ou heureusement, le Mouara ne fonctionne pas ainsi. C'est pourquoi même symboliquement, dans la tradition, quand un Moro Naba venait à décéder, mais il y a un chaos rituel qui est institué pendant à peu près 24 heures. L'on pille et l'on fait en sorte qu'on sache que puisque le Moro Naba n'est plus là, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de civilisation. C'est la loi de la jungle, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau chef pour que les gens se mettent encore dans les rangs. Donc, c'est un peu en grandeur nature ce qu'on a vu de l'autre côté. Et c'est pourquoi je dis, il ne faut jamais ethniciser ce qui s'est passé à Yirougou. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait... un accident fâcheux qui est arrivé. Et surtout, quand on met en avant les Korlouéro, qui sont les Korlouéro? C'est quand même pas la fine crème de la société. Beaucoup de gens du Korlouéro sont des repentis qui agissent plus avec les muscles qu'avec le cerveau. Donc il ne faut pas vraiment réduire la communauté, je dirais, à la défaillance et aux dérives de quelques personnes. Il y a quand même une communauté qui est ciblée là. Les victimes. Tout à fait. Oui, ça j'en conviens. J'en conviens. Mais vous savez, pour faire un massacre, on n'a pas besoin d'être un millier. Un seul individu peut décimer une population. Mais cela ne signifie pas que l'individu est le représentant assermenté de sa communauté. Donc c'est ce que... C'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que jusqu'à ce que la justice éclaircisse les choses, on pointe un doigt accusateur sur les Koglouégo. Et les Koglouégo, pour vous, ne représentent pas la communauté. Ah, certainement pas. Ah, certainement pas. C'est cet amalgame qu'il ne faut pas faire. Ah oui, justement, il faut éviter ça. La preuve, quand il y a eu des problèmes, combien de Mossi ont protégé les Peuls dans la souffrance et dans le drame? Si tel n'était pas le cas, imaginez ce que ça aurait été.
Yurgou, c'est aussi quand même le symbole du laxisme au sommet de l'État. Alors ça, j'ai du mal à ne pas le croire, même si on peut trouver quelques circonstances. Il n'est pas normal que quelque chose se déroule le matin et que ce soit pratiquement dans l'après-midi que l'autorité commence à pointer le nez. Pendant au moins 3 jours, les gens se sont fait pourchasser dans la brousse. Les massacres se sont déroulés. Quelque part, vraiment, Yurgou, c'est aussi la démission de l'État. Il faut le reconnaître. Et puis bon, c'est vrai que chat échaudé craint l'eau froide. Les forces de défense et de sécurité, lorsqu'il y a ce type d'attaque, lorsqu'ils viennent à la rescousse, quelquefois, ils sont les premières victimes avec les engins explosifs. Ceci peut-être doit expliquer cela, d'où la frilosité et peut-être la lenteur de la réaction pour ne pas se faire encore piéger. Mais ce faisant, nous avons permis aux terroristes de faire encore plus mal, puisque maintenant ce sont les Korluero sous le coup de la colère et de la folie. Je dis c'est une folie meurtrière qui s'est emparée de ce groupe-là, pensant à se faire justice, alors que nous sommes dans un état de droit. Et même lorsqu'on n'était pas dans un état de droit, lorsqu'on était même encore dans les royaumes, nul n'était autorisé à se faire justice. Le laxisme, c'est effectivement justement aussi à ce niveau, non? Quand la question Korluego a été longtemps posée, mais jusque-là, l'État a du mal à trouver la solution. L'État a du mal à trouver la solution parce qu'il y a des amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames. On ne s'est pas posé suffisamment la question de savoir pourquoi les Korluego sont nés. Quel est le besoin social que ces Korluero remplissent? Est-ce qu'ils sont nécessaires et indispensables dans certaines zones? Faites un sondage, vous verrez que beaucoup de personnes vont vous dire, grâce à la présence de ces Korluero, nous avons désormais un peu de quiétude par rapport aux voleurs. Alors vous êtes dans la même dynamique que l'État, la même logique, se dit, les encadrer? Je crois que oui, parce que pour moi, rester là dire que la sécurité est une affaire régalienne qui n'appartient qu'au seul État, je dis qu'il faut sortir de cette façon, cette vision étriquée. La sécurité est d'abord l'affaire de tout un chacun. Chacun de nous doit d'abord assurer sa sécurité. Dans le respect des règles de la République. Absolument, absolument. Quand à un moment donné, l'État est défaillant, quand vous ne pouvez plus prendre des axes tels que l'axe de Léo ou l'axe de l'Est de Fada, sans être dépouillé de vos biens, quand vous ne pouviez plus aller au marché, vendre votre bétail et venir dormir tranquillement, quand votre cheptel faisait l'objet de rap de la part des voleurs, vous devrez vous poser des questions. Et quand les gens pensent qu'au regard de la corruption et que ceux qui étaient censés même assurer cette sécurité se faisaient quelquefois complices des voleurs, vous voulez que ces populations fassent quoi? S'en remettre à Dieu? Quand vous êtes en ville, c'est facile. Vous avez les vigiles, vous avez les gardiens que vous mettez devant vos villas. Ceux qui sont dans les villages, c'est des Burkinabés. Est-ce que ce n'est pas ce discours aussi tendant à magnifier les hauts faits des Korluego qui fait que ce groupe d'autodéfense a tendance à se donner plus de pouvoir? C'est pas une question parfois à se substituer. Ce n'est pas une question de les magnifier. C'est une question de reconnaître ceux qui travaillent bien et de faire la part des choses entre ceux qui dérivent. Ce que je reproche à l'État, c'est lorsque ces Korluero dérivent, on a l'impression qu'il n'y a pas un État en face d'eux pour les ramener à la raison. Quand on me dit qu'on ne peut pas encadrer les Korluero, au nom de quoi on ne peut pas encadrer les Korluero? On vous dit qu'il n'y a pas d'existence légale, donc... Mais s'il n'y a pas d'existence légale, l'État est là pour que la légalité soit. Si vous n'avez pas d'existence légale, vous n'existez pas, vous êtes hors la loi. Donc quelque part, s'ils ne sont pas dans la légalité et qu'ils continuent à fonctionner, c'est avec la complicité de l'État ou le laxisme de l'État. Sinon, il n'y a personne qui puisse faire bloc devant la puissance de l'État. L'État est une machine. Ce n'est pas quelques individus avec quelques fusils de chasse du Moyen-Âge qui peuvent faire face à notre système, je dirais, de sécurité. Non, la question n'est pas là. La question est de savoir quelle est la vision
Parce qu'on a parlé d'une police de proximité qui, depuis longtemps, tarde à voir le jour. On fait de grandes promesses, mais les actions ne suivent pas. Mais la nature a horreur du vide. Pendant que vous êtes en train de faire vos grands discours, vos grands séminaires, sur le terrain, les populations vivent le martyre. Donc, à ce moment-là, elles vont s'organiser pour protéger leur vie et pour protéger leurs biens. Qu'il y ait des dérives, mais à l'État de sévir, à l'État de mettre en œuvre. Parce que, en fait, si l'État est capable d'assurer la sécurité de tout le monde, jour et nuit, je vous assure que d'ici 1 mois, tous les corps ruraux disparaîtront. Si leur utilité sociale n'est pas avérée, c'est facile de les faire disparaître. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas créé qu'on ne peut pas faire disparaître. La vision, est-ce que, justement, elle n'est pas aussi électoraliste vis-à-vis de ces corps ruraux? Ben, s'il y a des calculs politiciens derrière, mais là, en ce moment, on est perdu. Parce qu'on ne gère pas une nation en étant toujours en train de chercher à avoir des agendas électoralistes. Parce que les corps ruraux, c'est de gros effectifs, mais aussi, c'est, comme vous l'avez dit, de plus en plus de la notoriété, de la sympathie au sein des populations. Mais c'est normal, quand il y a des corps ruraux qui font un certain travail de salubrité publique, c'est un peu comme les organisations de la société civile. Il existe des organisations de la société civile qui travaillent tellement bien qu'on leur décerne la mention d'utilité publique. Ça existe. Mais pourquoi les corps ruraux qui travaillent bien ne pourraient pas aussi avoir cette mention? Mais les corps ruraux qui dérivent, il faut les sanctionner. Donc c'est parce que, en fait, l'État lui-même ne se donne pas les moyens, ne se donne pas la réflexion de mieux pénétrer ce corps-là pour pouvoir mieux le structurer. Parce que, regardez, à peu près, je dirais 90% de ceux qui sont dans les corps ruraux, c'est des analphabètes, c'est des paysans. Vos gros Français, ils ne comprennent pas. Votre question de droit de l'homme, ils ne savent pas ce que c'est. C'est qu'ils savent simplement, mon bien ne doit pas être spolié. Ils sont dans la logique, je dirais, de la morale traditionnelle. Si vous avez volé, vous devriez payer. Et un voleur, dans la tradition, était considéré comme un chien enragé. C'est un peu, c'est-à-dire les valeurs de référence des corps ruraux ne sont pas les valeurs de référence de la République. Mais qui leur a appris les valeurs de référence de la République? Dans quelle école ils ont été? C'est-à-dire que nous nous imaginons que parce que nous sommes en 2019, tous les Burkinabés sont au même degré de connaissances et de compétences que ceux qui sont allés à l'école. Non, aujourd'hui, il existe des Burkinabés dont les références sont encore en 1950. Mais il y en a qui sont déjà en 2050. C'est ça le Burkina. Il faudrait que ceux qui sont en 2050 fassent l'effort de comprendre ceux qui sont en 2030, qui sont en 1930, pour voir comment on peut évoluer ensemble. Sinon, on est dans un même pays, mais on n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas la même formation, on n'a pas la même vision, parce que justement, il y a beaucoup de gaps entre ceux qui sont au top et ceux qui sont dans le grassroots. Trop de polémiques autour de la gestion de cette crise de Yirgou. Qu'est-ce que pensez-vous de l'approche du gouvernement, justement? Le gouvernement a tardé à réagir, et quand le chef de l'État s'y est rendu, ce que je salue, c'est très bien que le chef de l'État s'y rende. De mon point de vue, il aurait dû y aller beaucoup plus tôt. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Donc, de ce point de vue, je lui tire mon chapeau. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi nous n'avons pas décrété un deuil national. Parce que ce qui est arrivé est suffisamment grave et lourd pour que, quelque part, tous les drapeaux du Burkina dans le monde entier soient en berne. Parce que c'est vraiment une catastrophe. Et qu'il fallait que, pendant cette période de deuil-là, tous les Burkinabés se mettent dans une situation de réflexion et de repentance par rapport à cette situation. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que cela arrive? Qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir l'exorciser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que le discours ethniciste prenne le pas sur la cohésion? Parce que
il n'y a pas de fumée sans feu. Si ceci est arrivé, c'est que quelque part, il y avait au sein des communautés un certain nombre de germes de stigmatisation, d'accusation, de reproches mutuels et que ce qui s'est passé a été, je dirais, une sorte de catalyse qui a permis justement à un certain nombre de rancœurs de certains individus de pouvoir se donner en grand jour. Il n'est même pas exclu qu'il y ait eu même des questions de règlement de compte à l'intérieur même du groupe Kologwero par rapport à certains contentieux entre les individus de la zone. Ceci donc montre que, après coup, l'État a quand même fait l'effort d'amener du soutien sous forme de vivres, sous forme de prise en charge psychologique et même la construction des tentes avec les partenaires. Je crois que depuis lors, il y a vraiment une convergence vis-à-vis et même les autorités traditionnelles et coutumières s'y sont impliquées et je crois que dans les jours à venir même, il y aura de ce point de vue des manifestations tendant à recoller le tissu social. Recoller le tissu social. Dans le feu de l'action, par rapport au président, il y avait un peu l'embarras par rapport au choix du discours, discours de fermeté ou approche discours d'apaisement? Il pouvait manipuler les deux. Discours d'apaisement et discours de soutien, discours de compassion vis-à-vis des victimes. Mais il faut comprendre que dans cette situation, les victimes ne sont pas toujours d'un seul côté. Et les coupables ne sont pas toujours d'un seul côté. C'est ça qui rendait la manœuvre difficile. Parce que dans un premier temps, les populations de Yirgou qui ont perdu leur chef sont des victimes. C'est les premières victimes. Les populations sur les Peuls qui ont subi les représailles sont les secondes victimes. Pour la question maintenant du discours du chef de l'État, son discours devrait prendre en compte les deux victimes et condamner avec fermeté et le terrorisme et les règlements de compte. Voici les deux dérives pour lesquelles on ne peut pas tergiverser et mettre aux arrêts ceux sur lesquels on pouvait mettre le grappin tout de suite et maintenant. Les terroristes, c'était beaucoup plus compliqué puisqu'ils avaient pris la peau d'escampette. Mais ceux qui avaient fait les représailles, ces personnes étaient encore là. Donc il était tout à fait juste de pouvoir les détenir jusqu'à ce que la lumière se fasse sur le plan judiciaire. Parce que la question, elle est aussi là. On parle là d'une situation où il y a des victimes qui réclament justice, mais derrière, il y a cette volonté de recoller les morceaux, de sauvegarder cette cohésion sociale. Finalement, dans quel type de justice allons-nous nous trouver? Quelle est la meilleure option aussi? Une justice transitionnelle ou une justice classique? Je crois que la situation de Yirgou est une situation qui a été circonscrite. Quand le problème est généralisé et prend une ampleur phénoménale, la justice classique se montre relativement peu opérationnelle. Mais ici, les acteurs, de mon point de vue, ne peuvent pas dépasser une vingtaine de personnes. La justice classique est tout à fait fondée à prendre en charge ce dossier. Quitte à ce que par la suite, on active les ressorts de la tradition pour colmater les brèches, pour recoller le tissu social. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, il y a eu
une violation d'un pacte de vivre ensemble. Entre les Peuls et les Mossi, personne ne devrait verser le sang de l'autre. Ils sont des parents à plaisanterie. Il est interdit de verser le sang de l'autre. Ils ont souillé la terre. Mais cela doit être réparé par un certain nombre de libations et d'expiations pour ne plus que cela se reproduise. Mais cela n'enlève rien au fait que ceux qui sont responsables paient le prix. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, dans tout ça, ce vivre ensemble qui est aujourd'hui menacé, ce tissu social qui, en tout cas, est maltraité, il y a que, on a parlé tout à l'heure du discours. Le discours politique, justement, est-ce que ce discours-là n'est pas pour beaucoup dans cette situation de stigmatisation? Parce que, je prends l'exemple sur la campagne présidentielle de 2015, il y a de ce type de discours, quelque peu régionalistes, ethnicistes, qui sont sortis de la bouche de ces hommes politiques. Chaque fois que vous voyez un homme politique qui se met à surfer sur l'ethnie, la religion et la région, c'est qu'il est en panne d'idées. Et quand un homme politique est en panne d'idées, moi, je souhaiterais que cet homme se retire pour aller mieux alimenter sa pensée. Parce que aujourd'hui, le Burkina n'a pas besoin de la division pour pouvoir avancer. Les ethnies en tant que telles, je ne suis pas de ceux-là qui diabolisent les ethnies. Les ethnies sont des réalités avec lesquelles nous vivons. L'ignorer, c'est faire la politique de l'autruche. Mais quel mérite on a d'être d'une ethnie? Qui a fait un concours pour être Mouara, pour être Bissa, pour être Peul, pour être Gouroussi? Qui a fait ce concours-là? Il n'y a aucun mérite. On ne doit pas pouvoir le mettre en avant. Il n'y a aucun mérite. On a hérité un point, un trait. Donc, il y a d'autres éléments sur lesquels nous devrons mettre l'accent. Et ce sont ces éléments-là qui doivent être des éléments valorisants. Qu'est-ce que nous avons réussi à apporter à notre société? Qu'est-ce que nous avons réussi à faire pour la construction du vivre ensemble et pour la construction économique de ce pays? Ce sont ces éléments-là qu'il faut mettre en avant. Sinon, l'ethnie, la religion, la région, mais c'est des faits dont nous ne sommes responsables, dont nous ne sommes pas responsables. Donc, je condamne et je continuerai de condamner tous ceux-là qui surfent sur la fibre ethnique, la fibre ethniciste, parce que c'est porteur de germes et c'est porteur de divisions. Mais on oublie que le Burkina, la Haute-Volta, ne s'est pas construite sur la fibre ethniciste. Non. C'est simplement les aléas de l'histoire qui ont fait que le premier président du Burkina est Maurice Yamégo et qu'il est Mouara. Non. Dans la logique des indépendances, le premier président du Burkina, c'était Ouézin Koulibaly. Il n'était pas Mouara. C'est Ouézin Koulibaly qui a dirigé ce pays. N'eût été sa maladie et son décès, mais c'est lui qui aurait conduit la Haute-Volta aux indépendances. Mais on l'oublie souvent. On l'oublie trop souvent et je crois que dans le cas du centenaire, il faut que nous nous le rappelions, que la figure de la création de ce Burkina, de cette Haute-Volta indépendante, c'est quand même Ouézin Koulibaly. Et que nous sommes tous héritiers du travail de Ouézin Koulibaly. Alors, que faut-il faire face effectivement à des acteurs politiques qui utilisent cela comme argument électoral? Parce que on en parle, le sujet, parfois, on a tendance à en faire un sujet tabou, pourtant, ça reste une réalité. Et même que de plus en plus, les leaders coutumiers religieux sont impliqués dans cette façon de penser. Vous savez que, d'abord, notre Constitution criminalise l'instrumentalisation de la religion
et de l'ethnie. Notre constitution est très formelle en la matière. Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. On ne doit point les discriminer en fonction du sexe, en fonction de la race, en fonction de la religion ou en fonction de l'ethnie. Quiconque surfe sur cela devrait passer sous le coup de la loi. Parce que c'est une approche anticonstitutionnelle de surfer sur l'ethnie. Maintenant que des autorités traditionnelles et coutumières parlent en bien de leur communauté ethnique et de leur communauté, moi je ne vois pas en quoi est-ce que cela me dérange. Là où ça me dérangerait, c'est que ces autorités se mettent à dénigrer d'autres groupes. Mais si c'est pour magnifier leur groupe, ben je crois que chacun a le droit de se magnifier et de magnifier son groupe. Le problème arrive lorsqu'on veut stigmatiser l'autre. Voilà. Alors, on poursuit pour voir que dans la même tendance, après Yirgou, on a vu que la violence, c'est sous d'autres formes. On l'a vu notamment à Nafona, dans les cascades, avec ces policiers lynchés. Récemment, on a vu aussi ce commissariat saccagé dans le Kénédougou. La justice privée qui prend dessus l'autorité de l'État. On en parle encore. Oui, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça fait déjà plusieurs années que nous avons travaillé à remettre en cause l'autorité de l'État. Dès lors même où dans un pays, vous commencez à faire des coups d'État, vous mettez déjà en cause l'autorité de l'État. Lorsque nous sommes arrivés en 83 avec la Révolution, il y a un certain nombre de paradigmes qui sont arrivés où on a montré que il y a certaines personnalités qui ont été complètement, je dirais, désacralisées. Et l'on a passé le temps, même pendant l'insurrection, il y a un certain nombre de photos qui circulent où on a vu des civils en train de bastonner des personnes en tenue. Quand vous voyez un policier ou un militaire en train de recevoir des coups de pied dans la poussière de la part des civils, vous vous dites, l'autorité c'est qui désormais? Et nous avons passé le temps à faire croire que lorsque la foule réagit par rapport à un événement, la foule a raison, puisqu'on ne les sanctionne pas. Vous avez un accident dans la circulation, si vous n'y prenez garde, tout de suite, on vous brûle votre véhicule. Après, c'est perte et profit, aucune enquête, personne n'est emprisonné. Désormais, dans la mentalité des Burkinabés, il se dit si on se met en groupe et puis on commet un forfait, il y a l'impunité. Et c'est un peu cette mentalité désormais qui prévaut dans notre pays. Mais cela est lié aussi aux turpitudes aussi des hommes politiques. Lorsque vous avez passé le temps aussi à instrumentaliser les populations pour mal faire, parce qu'en faisant du mal à X, vous, ça vous fait du bien, ça vous permet d'arriver au pouvoir. Il y a un proverbe qui dit, quand vous voyez un poulet en train de traîner les intestins d'un autre poulet, ce poulet doit se souvenir que dans un proche avenir, ce seront ses propres intestins qu'un autre poulet traînera au niveau de son bec. Vous parlez de ces maisons brûlées sous l'insurrection, par exemple? Je parle de toutes les dérives qui sont arrivées où on a passé le temps à humilier des figures de l'autorité d'hier. Quand on dit de respecter les anciens, quand on dit aux jeunes de respecter l'ancien, c'est parce qu'on pense que demain, le jeune sera un ancien et qu'il méritera le respect des plus jeunes.
Mais quand vous manquez du respect aux anciens, sachez que les jeunes demain vous manqueront du respect parce que vous êtes appelés à devenir un ancien. Nous devrons exorciser un certain nombre de choses parce que nous avons travaillé à désacraliser. Nous avons travaillé à ridiculiser. Nous avons travaillé à mettre à même le sol un certain nombre de valeurs que nous avons considérées comme n'ayant... Parce que imaginez même vous, le fait qu'on ait brûlé l'Assemblée nationale. C'est tout un symbole. Ah oui, il y en a qui au départ ont pris ça comme un fait de gloire. Même si aujourd'hui, ils ne veulent plus sortir pour en parler. Mais oui, vous avez brûlé le temple de la démocratie. Et puis vous espérez par la suite que la démocratie va se dérouler correctement. Il y a des choses qui nous poursuivent. Le feu appelle le feu. Il y a des fantômes qui hantent notre présent parce que quelque part, notre passé... On dit quand vous allez, j'aime parler en proverbe, quand vous mettez le feu dans un cimetière, ne soyez pas surpris d'entendre les cris des fantômes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre les cris des fantômes. Mais qui a mis le feu au cimetière? Je pose la question. Ça reste la question. En tout cas, il y a que le pays aujourd'hui se retrouve dans une situation où chaque jour, son lot de drames, son lot de tristesse, son lot d'incidents, si bien qu'on se demande comment en sortir. C'est toute la grande question aujourd'hui. C'est peut-être aller à la réconciliation? C'est l'une des voies. C'est l'une des voies, mais je pense que la première des voies, ce serait déjà que les autorités aient la modestie de reconnaître que tout seuls, ils ne pourront pas arriver au bout du fléau. Ça, c'est déjà un premier travail sur soi. Parce que quand vous donnez l'impression que vous êtes capable de tout, tous les autres restent là, ils vous regardent dans votre capacité qui va finir par être une incapacité. Donc, il y a déjà ce travail d'humilité que les autorités nouvelles devraient avoir afin de pouvoir par la suite s'ouvrir aux autres. Parce que pendant longtemps, on a peut-être cru que la gestion d'un pays comme le Burkina post-insurrectionnel, c'est facile. Mais j'avais toujours dit que je plains celui qui va accepter de diriger le Burkina post-insurrectionnel parce que ce n'est pas une sinécure. Ce n'est pas une sinécure. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir aujourd'hui gérer le Burkina post-insurrectionnel et penser qu'il a la recette miracle. Non. Et même le président qui est là, à la limite, il y a des moments que je pense qu'il faut lui tirer le chapeau. Parce que s'il avait été un président belliciste et belliqueux, mais la situation serait plus grave que ça. Sa tempérance y est pour quelque chose dans certaines modérations. Donc c'est donc dire que maintenant il va falloir... Nous ne sommes plus au temps des faucons. Le temps des faucons est passé. Il faut construire avec les colombes. C'est ça qui va nous permettre, d'une certaine manière, de recoller le tissu social. J'aime toujours à dire, quand vous voyez des lézards dans une maison, c'est parce qu'il y a des lézards dans la maison. Si les Burkinabés font bloc, aucun cafard ne peut entrer. Mais si les cafards et les rats sont là, c'est parce qu'il y a des fissures. Le problème, c'est le tout politique, malheureusement. Oui, mais le tout politique aussi a ses limites. Parce que si vous devez gérer un pays qui est agressé matin, midi, soir, avec son lot de morts, le tout politique est où? C'est une vue c'est une vue courte.
Il faut plutôt travailler à ce que la première base du pacte de la gouvernance, c'est d'assurer la sécurité des biens des personnes et l'intégrité du territoire national. Lorsque on ne peut pas faire cela, on est en train de faillir. Et de ce point de vue, il faut avoir le courage d'appeler tous ceux qui sont capables d'aider à ce que le navire ne prenne pas l'eau. Parce qu'aujourd'hui, il est encore temps de faire quelque chose, mais peut-être que dans un an, ce serait peut-être trop tard. Donc je pense que quelque part, nous pouvons encore nous mobiliser, aussi bien les Burkinabés de l'intérieur que les Burkinabés de la diaspora, pour faire une sorte d'union sacrée vis-à-vis de notre pays, parce que nous sommes en train de traverser une passe difficile de notre histoire. Et il faut en sortir, sinon, en 2020, il n'y aura pas d'élection, malheureusement. Mais les élections, pour moi, ce n'est même pas le plus important. Il faut que 2020 y ait la vie. Parce que pour faire des élections, il faut vivre. Ceux que les terroristes ont tués, ils ne parlent plus d'élections. Malheureusement, beaucoup d'acteurs politiques sont déjà en train de penser aux élections de 2020. Mais c'est ça qui est notre drame. Au-delà des élections, il y a la vie. Il faut tout faire pour que la vie soit. Parce que si vous faites des élections alors que les gens sont en insécurité, qui va aller vous voter? Les gens ne vont pas aller s'aligner de peur d'être la cible des terroristes. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les priorités. Pour moi, la priorité, peut-être parce que je ne suis pas un homme politique, pour moi, la priorité, ce n'est pas les élections. Pour moi, la priorité, ce n'est pas les référendums. Moi, aujourd'hui, la priorité du Burkina, c'est comment faire en sorte que les Burkinabés continuent à vivre en paix, en sécurité, sans craindre de rencontrer la vie à tout bout du chemin, la mort à tout bout du chemin. Se retrouver pour voir les choses dans la même direction. Mais malheureusement, il y en a aussi qui pensent que quand on parle de réconciliation nationale, il n'y a pas de problème de réconciliation nationale. C'est des myopes. C'est des myopes politiques. Parce que, vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans la posture du dominant, ne sont pas capables de ressentir les violences, les frustrations, les souffrances qu'endure celui qui est en face et qui est en situation de dominer. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment très intelligent parce qu'on dit, quand vous êtes fort aujourd'hui, demain vous pouvez ne plus être fort. Donc vous pouvez, de votre point de vue, penser qu'il n'y a pas de problème. OK. Mais si jamais votre vis-à-vis pense qu'il y a un problème, sachez que pour vous deux, il y a un problème. C'est ça le vivre ensemble. Alors, si vous êtes en bonne santé et que votre vis-à-vis est en mauvaise santé, pensez que vous êtes en mauvaise santé. C'est ça aussi la compassion. Et alors, il faut se retrouver, il faut dialoguer, il faut discuter. Il faut nécessairement recoller les fils du dialogue, les fils du vivre ensemble. Parce que ce qui nous divise au Burkina est moins important que ce qui nous unit. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les compétitions électoralistes, c'est un jeu. Malheureusement, il y en a qui l'ont transformé en une course mortelle. Sinon, la démocratie, c'est un jeu. C'est un jeu de ping-pong. Je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle. Malheureusement, on se donne des coups en dessous de la ceinture. Regardez un peu le langage, le discours sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, moi, les réseaux sociaux constituent une des grandes découvertes pour lesquelles la morale n'a pas suivi. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis à certaines personnes dont le discours aurait été celui des cabarets, qui n'auraient jamais quitté les grains de café et de thé, de se retrouver sur la toile et d'être amplifiés. C'est ça le malheur de cette technologie des réseaux sociaux. Il y a des discours qui n'auraient jamais pu dépasser le seuil même d'une case, mais aujourd'hui qui se retrouvent amplifiés et qui empoisonnent l'atmosphère.
Mais comme on n'a encore rien régulé et on laisse les gens s'exprimer sous l'anonymat, vous savez, en chaque individu, il y a l'ange et le démon. Si on n'est pas capable d'identifier celui qui parle, c'est le démon qui prend le dessus. Si jamais dans les réseaux sociaux, on obligeait tous ceux qui s'exprimaient de donner leur identité, vous verrez que les gens seront plus policés. C'est l'anonymat qui crée souvent ce genre de dérives sur le plan verbal. Malheureusement. Alors aujourd'hui, il est question de remaniement ministériel, peut-être pour donner une nouvelle dynamique à la gouvernance. Vous pensez que ça peut aider justement à repartir sur une nouvelle base? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer parce que manifestement, le casting que nous avons aujourd'hui n'est pas à la hauteur des défis du Burkina. Il faut le reconnaître. Et que le nouveau casting, s'il doit arriver, il devrait tenir compte des véritables défis. Aujourd'hui, on ne doit pas aller au gouvernement pour pouvoir jouir d'un certain nombre de facilités. On doit aller au gouvernement aujourd'hui pour mener un combat. Donc, si ceux qui veulent aller au gouvernement ne sont pas investis de cette mission de servir, mais préfèrent se servir, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc c'est pourquoi il y a tout un changement de mentalité à faire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de changer les différents ministres qui sont là. Il faut changer complètement la vision. Est-ce qu'on est capable de combattre la corruption? Est-ce qu'on est capable de combattre le laxisme? Est-ce qu'on est capable de faire le nettoyage autour de ses propres amis lorsqu'ils arrivent à poser des actes qui ne sont pas dignes, des actes qui ne sont pas justes, qui posent des actes qui tombent sous le coup de la loi? Est-ce qu'on est capable de le faire? Parce que si on n'est pas capable de le faire, on ne donne pas le bon signal à celui qui est au fond du Burkina. Donc il faudrait que de plus en plus nous ayons un gouvernement qui a une autorité, un gouvernement qui a une poigne, un gouvernement qui a une vision et un gouvernement qui se met en ordre de bataille pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre l'incivisme, pour lutter contre le laxisme. D'abord même le fait même de ne pas trouver les fonctionnaires à leur poste au moment où ils doivent être à leur poste. Aujourd'hui, ce n'est plus une priorité quand les gens arrivent en retard à leur service. Mais tout cela participe, je dirais moi, de la gouvernance. Voilà. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de la société civile burkinabé aujourd'hui. Ben, la société civile burkinabé est à l'image de ce que le Burkina est. Parce que vous avez des sociétés civiles à géométrie variable. Vous avez la société civile instrumentalisée. Vous avez la société civile qui est née du fait des hommes politiques. Nous en avons parlé lors de notre rencontre État-OSC, où nous avons dénoncé le fait qu'il puisse exister dans les appareils politiques des directions chargées des organisations, de l'animation des organisations de la société civile. Nous avons trouvé que c'est une aberration, parce que les partis politiques et les OSC doivent avancer de façon parallèle. Il ne doit pas avoir de confusion ni d'allégeance. Nous avons aussi dans la société civile, il y a certaines organisations de la société civile qui apparaissent comme des officines de certains partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, et qui avancent à visage masqué par rapport au terrain politique. Et puis bon, il y a aussi des organisations de la société civile qui y vont simplement par conviction et par idéal. Et c'est celles-là que nous appelons les organisations de la société civile véritables, c'est-à-dire qui ne sont pas inféodées ni à un groupe religieux, ni à un groupe politique, ni à un groupe économique, et qui se battent pour des questions de développement ou des questions de principe ou des questions de liberté et de droit. Ces sociétés civiles aussi existent au Burkina. Rochma Christian Kaboré? Qui a fait quoi?
Que pensez-vous du président Roch Marc Christian Kaboré? Ben, Roch Marc Christian Kaboré, c'est notre président qui est arrivé à la magistrature suprême à un moment pas du tout facile, à un moment très difficile, et qui essaie de se battre pour sortir le Burkina de l'ornière. Nous en convenons que ce n'est pas facile, mais nous estimons qu'il devrait être capable de dépasser son naturel de bonhomie et de gentillesse, parce que gérer un pays demande aussi de la poigne et de la fermeté, et que par conséquent, on ne peut pas chercher à plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible en tant que premier responsable d'un pays d'essayer de plaire à tout le monde. C'est impossible. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ont des intérêts complètement différents et divergents. Et le premier responsable est obligatoirement un arbitre. Il doit arbitrer, et cela peut faire par moments mal et peut être mal compris par moments. Mais c'est ça aussi, je dirais, les douleurs et les souffrances d'être un responsable d'un parti ou des responsables d'un État comme le Burkina. Et pour terminer, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, je n'ai pas une acrimonie particulière avec ce monsieur qui est du reste un collègue. Simplement, vraiment, j'ai été désabusé par sa politique, parce que pour moi, il faisait partie des espoirs de l'Afrique par rapport au renouvellement démocratique. Et donc, après avoir vécu sous le régime Doufouet, qui ne laissait pas beaucoup d'espace pour l'expression des libertés individuelles et collectives, nous nous sommes dit que l'arrivée d'un socialiste comme Laurent Gbagbo aurait pu donner un nouveau souffle par rapport à cette question d'unité nationale, à cette question d'intérêt du panafricanisme. Mais nous avons été désappointés de voir qu'il a surfé sur les mots. Et il n'a pas mis en œuvre par les actes la conviction panafricaniste. J'ai été désabusé de le voir surfer sur la xénophobie. J'ai été marqué de voir que nos compatriotes n'ont jamais autant souffert en Côte d'Ivoire que sous le règne de Gbagbo. C'est triste, parce que j'aurais pensé que s'il y a quelqu'un qui devrait travailler à abolir les frontières, c'est Laurent Gbagbo. Malheureusement, sa période de gouvernance a été aussi une période où il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire, beaucoup de violences, beaucoup de tueries. Et donc cela fait que j'ai du mal désormais à croire en son aura. Et ce qui s'est passé de même à La Haye me laisse complètement sur ma soif et sur ma faim. Et j'ai compris désormais que la Cour pénale internationale est un machin, est un instrument au service de l'Occident pour pouvoir faire chanter les États africains en fonction de leurs intérêts du moment. Et quand vous regardez la libération de Gbagbo, la future libération de Gbagbo et la future libération de Bemba répond à des agendas construits dans les officines occidentales. Merci, professeur, de passer dans le fauteuil blanc ce soir. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.